Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attarde sur la tentative d'assassinat de l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier de Habsbourg, commise par un nationaliste hongrois pour tenter de mettre fin à la domination autrichienne sur la Hongrie. Pour en savoir plus sur la tentative ratée sur l'empereur d'Autriche, venez avec moi. La révolution européenne à caractère libéral qui éclate en 1848 signe en France la fin de la monarchie de Juillet. Louis-Philippe est contraint d'abdiquer et voit l'arrivée de la Deuxième République. Né dans un contexte de crise économique 1845-1847, cette révolution s'insère dans un mouvement européen, les révolutions européennes de 1848 ou Printemps des peuples. En Autriche, la fuite de Metternich consacre l'effondrement des principes réactionnaires du système de 1815. L'empereur Ferdinand Ier doit mettre en chantier une constitution et faire face dans le même temps à la virulente pression autonomiste qui le force à abdiquer. Cependant, les Habsbourg parviennent à conserver leur trône avec le soutien militaire de la Prusse, sur lequel s'assoit François-Joseph Ier de Habsbourg. Pour sa mère, l'archiduchesse Sophie, cet avènement est l'aboutissement d'un programme politique complexe. Mais son fils n'est pas à l'abri des frustrations nationalistes. Les Hongrois, dont le pays a été rattaché à l'Autriche, sont particulièrement virulents envers la dynastie des Habsbourg. Le 13 février 1853, vers midi et demi, François-Joseph de Habsbourg sort à pied pour sa promenade habituelle sur les remparts de Vienne. Il est accompagné de son aide de camp, le comte O'Donnell. Le temps est ensoleillé, l'empereur s'appuie contre le parapet, imité par son compagnon. Il tourne le dos à la promenade et se penche pour regarder des soldats manœuvrer dans les fosses de la ville. Au pied des remparts, soudain, une femme pousse un cri strident. Avec angoisse, elle vient d'apercevoir un homme s'avancer, un couteau à la main. Surpris par ce cri, François-Joseph Ier se retourne. Ce mouvement le sauve. Au lieu de s'enfoncer dans son dos, le poignard glisse sur sa nuque, amorti par le col du manteau et la lanière du képi. L'empereur, qui croit ses assaillants nombreux, dégaine son sabre. Alors que l'agresseur s'apprête à frapper une seconde fois, le comte O'Donnell se jette sur lui et le maîtrise rapidement. Aidé par les patients qui accourent, sans surprise, l'auteur de la tentative d'assassinat, jeune homme d'une vingtaine d'années, est un Hongrois, János Libéani. Lors de les interrogatoires, il explique que partisan d'une Hongrie libre de la domination de l'Autriche, il avait formé dès 1850 les desseins bien arrêtés d'accomplir son attentat, pour montrer ce qu'un Hongrois est capable de faire pour sa patrie opprimée. Il affirme en outre avoir agi de son propre chef sans aucun complice. Il préparait son coup avec minutie, puisque depuis 8 jours il se promenait sur les remparts de Vienne en attendant d'y croiser sa cible. La blessure de François-Joseph de Habsbourg est spectaculaire et saigne abondamment. Tout en l'épongeant avec un mouchoir, l'empereur regagne à pied le palais de l'archiduc Albert. Un peu chancelant sous le coup de l'émotion, il est soutenu par O'Donnell. Son frère, l'archiduc Charles d'Autriche, qui se promenait non loin, est chargé par l'empereur d'aller tranquilliser leur mère, tandis que le blessé regagne la Hofburg en voiture. Sophie, se basant sur ce qu'on lui raconte, est portée à croire que la vie de son fils est en danger. Lorsqu'elle le retrouve peu après, c'est le soulagement. La blessure est superficielle. Elle raconte. Le chirurgien examine la plaie après avoir coupé les cheveux. Heureusement, elle n'est pas dangereuse. Large d'un demi-pouce, mais pas profonde. Le couteau fort mince, à bout, s'est courbé au moment du coup. La première pensée de la très pieuse archiduchesse Sophie est pour Dieu, pour le remercier de la protection qu'il a bien voulu accorder à son fils et à l'Empire d'Autriche. Elle fait célébrer le soir même un Te Deum dans la cathédrale Saint-Étienne, en présence d'une foule attendrie jusqu'aux larmes. Un cri d'enthousiasme partit de tous les cœurs à la fois quand on vit les augustes parents de l'empereur traverser cette foule immense, qui partageait avec eux la même pensée, le même sentiment, le même amour. L'archiduchesse Sophie agitait son mouchoir. La plupart lui répondaient par leurs larmes. Une musique militaire jouait l'art national, qui n'est qu'une magnifique prière commençant par ces mots, qui allaient si bien à la circonstance. Que Dieu conserve notre empereur François-Joseph. La duchesse de Dino révéla de son côté, grâce à ses correspondants viennois, que l'émotion, l'indignation étaient générales dans toutes les classes de la population. La blessure est certes sans danger, mais l'empereur est ébranlé. L'archiduchesse Sophie s'inquiète. Le choc a été très violent et il faut beaucoup de soins, de repos, cher malade. Ces pauvres beaux yeux ont beaucoup souffert de la secousse. Les yeux de François-Joseph de Habsbourg ont en effet du mal à retrouver toutes leurs facultés.
Sa vision reste trouble et douloureuse, la duchesse de Dino relate. La vue était tellement affectée que le pauvre blessé ne pouvait pas supporter la petite lueur. Il était obligé de rester dans la plus parfaite obscurité et son ouïe était tellement surexcitée qu'il entendait distinctement tout ce qui se passait à 3 chambres de la sienne. On craignait un épanchement du sang du cervelet. Sophie, mère attentionnée, veille sur son fils plusieurs fois par jour durant sa convalescence, allant jusqu'à dormir dans son salon, pour pouvoir intervenir à la moindre alerte. Elle tient aussi à récompenser dignement le comte O'Donnell, qui a su réagir promptement pour empêcher un drame. C'est à nouveau la duchesse de Dino qui raconte le 24 mars 1853. L'archiduchesse Sophie a fait un touchant cadeau au comte O'Donnell, cette aide de camp qui était près de l'empereur d'Autriche au moment de l'attentat contre sa personne. Elle lui donne une bague très simple contenant une grosse turquoise qui s'ouvre et sur laquelle se trouve une mèche de cheveux ensanglantés de l'empereur qui lui ont été coupés après l'attentat. En lui donnant cette bague, l'archiduchesse a dit au comte O'Donnell: ce n'est pas un cadeau impérial, c'est le souvenir d'une mère reconnaissante. Surtout, l'archiduchesse Sophie comprend que François-Joseph de Habsbourg doit assurer sa descendance le plus rapidement possible. Il se met alors en quête d'une épouse et contre toute attente, l'empereur déjoue les manœuvres de sa mère en imposant Élisabeth de Whitplash, dite Sissi, le grand amour de sa vie. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 9 janvier 1853, Nicolas Ier, tsar de Russie, laisse entrevoir à l'ambassadeur britannique John Seymour la possibilité d'un démembrement de l'Empire ottoman. Le 24 mai, Napoléon III offre au Royaume-Uni de conclure une entente destinée à soutenir l'Empire ottoman contre l'Empire russe. Le 12 août 1853, l'explorateur portugais Silva Porto, parti de Quito le 20 novembre 1852, rencontre le docteur David Livingstone à la frontière sud-est de l'Angola. Le 25 mars, Silva Porto envoie le Pombeiro jouant da Silva vers l'est. Il atteint la côte du Mozambique par l'intérieur en 1856. Le 29 septembre, c'est le début de la guerre de Crimée. L'Empire ottoman, assuré du soutien du Royaume-Uni et de la France, déclare la guerre à la Russie. Le 15 novembre 1853, on voit le début du règne de Pedro V, roi de Portugal, à la mort de Maria II. Son règne se termine en 1861, sous la régence de son père Fernando II. Comme on l'a vu, l'empereur ressort de l'attentat légèrement blessé. L'assassin, quant à lui, est condamné à mort et pendu seulement 8 jours après son attentat. L'empereur connaît en revanche un réel regain de popularité dans l'Empire. La population, émue par le forfait, oublie les duretés du régime impérial autrichien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.